Bonjour à tous, alors dans cette quatrième et dernière vidéo, donc on va ici s'intéresser aux récepteurs d'itermes dans un premier temps, et puis ensuite parler un petit peu de l'entropie selon la physique statistique. Alors, dans le cadre de notre étude, les récepteurs d'itermes, donc on se rappelle, on se place ici dans la zone que j'avais appelée 2, là ici du diagramme de Ravo. Donc si je reviens un petit peu en arrière, là ici, voilà. Dans le diagramme de Ravo, donc en gros, on était donc là. Voilà, j'y arrive là ici. On est donc dans cette zone là ici, hein, les machines frigorifiques. Donc on est là. Alors, à partir de cette étude, on constate donc là ici que le schéma de principe du coup général d'un récepteur d'itermes, c'est celui qui se trouve là ici. Alors une petite précision, quand on parle des machines frigorifiques, on parle, si vous voulez, ici, indépendamment même des machines frigorifiques proprement dit, donc c'est-à-dire des réfrigérateurs, des congélateurs, des choses comme ça, mais aussi, bien sûr, les climatiseurs et les pompes à chaleur. Donc là, ici, si vous reprenez le diagramme de Ravo, bon, je vais quand même encore y revenir 30 secondes pour que vous compreniez bien qu'on déduise le sens des flèches ici à partir du diagramme de Ravo. Ici, là, comme on est dans cette zone qui se trouve là ici, vous voyez que nécessairement QC ici est négatif, puisque je me trouve ici en dessous de l'axe des abscisses. QC est négatif et QF est positif, puisqu'on se trouve de ce côté-là. Voilà. Donc QF positif, QC négatif. Donc c'est très précisément ce que vous voyez donc là ici, j'y arrive, voilà, dans ce schéma. Vous voyez donc QC est négatif, QF positif, et bien sûr, puisque c'est un récepteur, W est positif. Donc là, dans la machine frigorifique, le système reçoit du travail. Il reçoit du travail pour faire quoi? Pour prélever une quantité de chaleur au thermostat froid et la communiquer donc au thermostat chaud. Donc, si je prends l'exemple du frigo ou du congélo d'une part ou du climatiseur, eh bien, le corps froid, c'est l'intérieur du frigidaire, par exemple, ou l'intérieur de notre maison. Et le corps chaud, c'est l'extérieur. Quand je suis dans la pompe à chaleur, en fait, j'ai aussi ce mode de fonctionnement, sauf que le corps chaud, c'est l'intérieur de ma maison que je cherche à chauffer, et le corps froid, c'est l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc, mais dans les deux cas, bien évidemment, on prélève donc de la chaleur depuis le corps froid pour la communiquer au corps chaud via la réception, si je puis dire ici, donc d'un travail. Voilà donc le récepteur thermique ici de type machine frigorifique. Alors, après, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire, voilà, le schéma de principe donc, de ce fonctionnement, ici, donc voilà, je viens de le décrire ici, donc c'est identique dans les deux cas. Alors, dans le cas d'une machine frigorifique, qu'on peut appeler ici frig par la suite, donc climatiseur, réfrigérateur, l'utilisateur, bien sûr, est intéressé par la source froide. D'accord? Donc l'intérieur du réfrigérateur ou la maison climatisée. Voilà, machine frigorifique. Alors que dans le cas, bien évidemment, donc la source chaude, bien évidemment, c'est là où la chaleur va être rejetée, c'est le milieu ambiant. Dans le cas de la pompe à chaleur, alors généralement on met PAC, bien évidemment, l'utilisateur ici est intéressé par la source chaude, c'est-à-dire la maison ou l'eau par exemple. Et alors l'eau par exemple, c'est si on veut réchauffer une piscine par exemple. Souvent on utilise des pompes à chaleur pour réchauffer des piscines. Et la source froide, donc c'est le milieu ambiant. Bon, je ne reprends pas parce que finalement c'est ce que j'ai expliqué oralement ici. Alors dans tous les cas, bien sûr, l'utilisateur doit fournir un travail à la machine, presque toujours un travail électrique. Et donc bien évidemment c'est ce qu'il dépense. Alors c'est quand même important ici de faire le distinguo, si vous voulez, entre machine frigorifique ou climatiseur ici et pompe à chaleur là,
Parce que même si dans tous les cas on prélève une chaleur depuis le corps froid pour la donner au corps chaud en recevant du travail, ça c'est le point commun, et le sens des flèches, hein, comme on a vu avant, il n'empêche que dans le calcul de l'efficacité, ce n'est pas les mêmes termes que l'on prendra en ligne de compte, donc j'y reviendrai après. Voilà, alors justement, l'efficacité donc ici du récepteur thermique. Alors l'efficacité du récepteur thermique, donc ici, elle est notée pour une machine frigorifique E frig, alors que pour une pompe à chaleur, elle est notée ici E pack. Voilà. Donc bien évidemment, ici, dans les deux cas, c'est le rapport de l'énergie utile sur l'énergie dépensée, finalement, comme aussi pour le moteur thermique. Le moteur thermique, c'est toujours le rapport de l'énergie utile sur l'énergie dépensée. Seulement, qu'est-ce qui est dépensé dans une machine frigorifique de type pompe à chaleur ou de type réfrigérateur? Dans les deux cas, on vient de voir, c'est du travail. Puisque bien évidemment, c'est un dispositif, je dois le brancher sur le courant électrique, donc je reçois du travail électrique par donc ici le réseau EDF, etc. Donc forcément, ce qui est dépensé ici, c'est au dénominateur. Et par contre, l'énergie utile, alors c'est là qu'il y a une différence, bien entendu, c'est que dans le cas de la machine frigorifique, l'énergie utile, bien évidemment, ce qui est utile pour moi dans la constitution de la machine, c'est donc le transfert thermique depuis le corps froid, puisque ce que je cherche à faire, c'est prélever de la chaleur au corps froid, donc pour le réfrigérer, afin de le donner au corps chaud. C'est ce que je cherche dans un frigo, je cherche à réfrigérer. Alors que dans une pompe à chaleur, c'est le contraire. Dans une pompe à chaleur, ce qui m'intéresse ici, ce qui est utile pour moi, c'est en fait ce qui est prélevé comme quantité de chaleur à la source chaude. Donc ici, ça sera bien évidemment QC au numérateur. Pourquoi moins QC ici? Parce que bien évidemment QC ici est négatif dans le cycle que vous voyez là. QC est négatif. Alors, ça, vous voyez, c'est la grande différence, par contre, on peut le dire quand même ça, par rapport, donc, ici, au moteur thermique, c'est que le moteur thermique, rappelez-vous, le W, il était au numérateur. En fait, le moteur thermique, là, ici, c'était plus précisément l'inverse, là, ici, hein, au niveau de la fraction, par rapport à l'efficacité de la PAC, là, ici. Avec une différence, c'est que le signe moins ici ne provenait pas du QC, bien évidemment il provenait du W. Mais on voit bien que le W était au numérateur. Voilà. Hein, puisque bien évidemment dans le moteur, le travail c'est ce qui est utile donc pour moi ici. Alors ça, vous allez voir que la conséquence par rapport au moteur justement, c'est qu'autant le rendement du moteur est forcément une quantité qui est comprise entre 0 et 1, autant l'efficacité ici d'une machine frigorifique, qu'elle soit de type réfrigérateur ou de type pompe à chaleur, elle est donc toujours supérieure à 1, ce qu'on va voir après. Voilà. Alors, maintenant, bien évidemment, d'après, bien évidemment, l'équation 1 du grand 4, petit 1, petit c, donc autrement dit, là, il faut, si vous voulez, reprendre ce qui est dit. Hein. Donc là, je n'ai pas tout refait dans le détail, hein, bien évidemment, mais il faut reprendre, bien sûr, les équations en fait, qui sont issues des deux principes de la thermodynamique. On sait, bien évidemment, de par le premier principe, bon, je peux le rappeler quand même très rapidement là ici, d'après le premier principe, on savait que W, évidemment, c'était égal à moins, ici, QC plus QF, puisque l'énergie interne est donc... la variation d'énergie interne est nulle sur un cycle. Donc du coup, si je remplace, je vais donc ici, hein, puisque là, bien évidemment, j'ai QF sur W, je vais donc du coup avoir moins QF sur W, c'est-à-dire sur QC plus QF, et ici, j'aurai, puisque là j'ai un signe moins QC sur moins QC plus QF, les deux signes moins se simplifient, et donc là ici, j'ai ce terme. Donc si je simplifie là ici notamment, alors là je vais factoriser si vous voulez par QF
puis simplifier, là je vais factoriser par QC, pardon ici, voilà, là je factorise par QC, là je factorise par QF, et je simplifie, j'obtiens donc ici moins 1 sur 1 plus QC sur QF, et là 1 sur 1 plus QF sur QC. Voilà. Donc il y a une petite, bien évidemment, différence là ici, le signe moins provenant du fait que ici le QC est négatif. Alors ceci dit, comme vous le verrez après, même s'il y a un signe moins là ici, le rapport ici est tel que j'ai un nombre négatif qui est supérieur à 1, donc automatiquement là ici, je vais donc avoir donc un résultat qui sera ici globalement, si vous voulez, positif, quoi. Bon, tout ça on va développer après. Alors, en utilisant maintenant l'équation 2 qu'on avait établie donc au grand 4 1c, c'est-à-dire ici l'inégalité donc dite de Clausius, eh bien, on peut donc en déduire ceci. Donc, je rappelle, donc je vais le noter donc là ici, l'inégalité donc de Clausius, rappelez-vous, c'était QC sur TC plus donc QF ici sur TF négatif ou nul. Donc à partir de là, par exemple, voilà ce que je peux dire. Ce terme-là qui est ici, je le bascule de l'autre côté. Je vais donc dire ici QC sur TC inférieur ou égal à moins QF donc sur TF. À partir de là, ça c'est un raisonnement qu'on a déjà fait au moment des moteurs, je divise tout par QF là ici. Je vais donc faire apparaître ici QC sur QF et je multiplie tout cette fois-ci par TC. Donc je vais faire apparaître ici TC sur TF. Et donc à partir de là, j'obtiens bien ici QC sur QF inférieur ou égal à moins TC sur TF. Voilà, ici. J'ai tout multiplié ici de chaque côté par ETC et tout divisé de chaque côté par QF. Voilà. Donc c'est exactement ce que vous voyez apparaître là ici. Alors à partir de là, bien évidemment, il suffit donc d'ajouter 1, bien évidemment, de chaque côté. Voilà, là ici. Donc je vais dire, voilà, ceci. Enfin, disons que je reprends à ce moment-là ce qui est, disons, là ici. Donc je vais obtenir, si vous voulez, bon, voilà, le fait que j'ai, donc, si vous voulez, 1, donc ici, plus QC sur QF inférieur ou égal à 1 moins TC sur TF. Ici, bien évidemment, donc je le fais à ce niveau-là. Si je prends l'inverse, c'est-à-dire je prends ici 1 sur 1 plus QC sur QF. Si je prends l'inverse, bien évidemment, ici, je vais obtenir quelque chose qui est supérieur ou égal, bien sûr, à 1 sur 1 moins, bien sûr, TC sur TF. Voilà, d'accord ? Et moi, bien entendu, ce qui m'intéresse là ici pour la machine frigorifique, c'est donc ici d'avoir l'opposé, hein, puisque on est bien d'accord, moi ici ce que je cherche c'est l'opposé. Alors vous êtes d'accord qu'en prenant l'opposé, là ici, en prenant automatiquement l'opposé ici, je retourne donc à nouveau, donc j'arrive à ça, je retourne à nouveau l'inégalité. Donc vous voyez, il y a un petit peu de calcul à faire là ici par rapport à l'inégalité de Clausius, mais on voit que finalement ça se fait bien là ici. Donc j'ai un premier retournement de l'inégalité, si vous voulez, du fait que je passe à l'inverse, et j'ai un deuxième retournement de l'inégalité, donc finalement je reviens bien à l'inférieur ou égal, parce que ici on a mis le signe moins. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir vu là ici. Voilà, donc ça je peux l'enlever également ici. Alors maintenant, si on fait donc un raisonnement tout à fait similaire ici
à celui qu'on avait déjà fait d'ailleurs à l'époque du moteur, hein, bien évidemment ici. Et à l'époque, on était arrivé finalement à 1 moins TF sur TC. Là ici on va avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est-à-dire ici vous voyez moins 1 sur 1 moins TC sur TF. Bon. Alors bien évidemment si on réarrange ici cette expression qui est là, hein, c'est-à-dire moins 1 sur 1 moins TC sur TF, bon ça fait un petit peu compliqué là ici. Si je réarrange ça en réduisant au même dénominateur là ici, je vais obtenir moins TF sur TF moins TC, et je me débarrasse le signe moins ici en inversant le dénominateur, et j'obtiens à ce moment-là TF sur TC moins TF. Donc ici, l'inégalité de Clausius m'impose du coup que l'efficacité pour la machine frigorifique, donc ici de type réfrigérateur, congélateur ou climatiseur, elle est inférieure ou égale à TF sur TC moins TF. Voilà, si maintenant je fais encore, donc là je ne vais pas le refaire encore une fois, hein, là je vous laisse le refaire par vous-même. Si je reprends donc ici l'inégalité de Clausius, donc pour le cas donc de la pompe à chaleur, d'accord. Et bien cette fois-ci donc je peux écrire ça ici, c'est-à-dire que QF sur TC c'est supérieur ou égal en fait maintenant à moins TF sur TC. Alors faites bien attention ici que là on a donc QC sur QF, alors que là on a QF sur QC. Donc faites bien attention là ici, c'est très important. Voilà. Bon, ce qui est, je dirais, assez évident là ici, parce que si vous avez, hein, je reviens ici 30 secondes, si vous avez ici QC sur QF, bah là vous prenez l'inverse en disant QF sur QC. Là vous avez TC sur TF, donc là vous prenez également l'inverse. Donc automatiquement, si vous prenez l'inverse des deux expressions là ici, vous retournez l'inégalité. Donc là vous avez QF sur QC supérieur à moins TF sur TC. On aboutit cette fois-ci à ça. Donc là ici, 1 sur 1 plus QF sur QC inférieur ou égal à 1 sur 1 moins TF sur TC. Et à ce moment-là, l'inégalité de Clausius appliquée là ici à cette machine thermique va donc imposer une efficacité qui est toujours inférieure ou égale, pour la PAC, hein, qui est toujours inférieure ou égale à TC sur TC moins TF. Voilà. Donc, le premier constat que l'on peut faire là ici, parce que finalement, regardez bien, on voit ici que l'on a TF sur TC moins TF. Là ici, on a TC sur TC moins TF. Donc finalement, les dénominateurs sont communs. Donc ici, ça veut dire que j'ai la même quantité donc, au dénominateur. En revanche, au numérateur, j'ai pas la même chose. Soit j'ai la température froide, du thermostat froid pour la machine frigorifique, soit j'ai le thermostat chaud pour la pompe à chaleur. Or, vous êtes bien d'accord que la température du thermostat chaud étant toujours supérieure à la température du thermostat froid, ça veut dire que là, ici, automatiquement, j'ai un numérateur plus grand que là pour le même dénominateur. Donc si je calcule la fraction là, ici, eh bien, je vois que j'ai une quantité qui est nécessairement plus grande ici qu'ici. Alors autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je recherche en fait des efficacités maximales, c'est ce qu'on va développer après, en envisageant des transformations réversibles, on va s'apercevoir ici que l'efficacité pour une machine frigorifique, elle est forcément plus faible que celle d'une machine frigorifique, si vous voulez, de type pompe à chaleur. Donc, quand on dit machine frigorifique tout court, sous-entend mais évidemment frigo, etc. Voilà. Donc autrement dit, ça veut dire que si par exemple vous avez chez vous une pompe à chaleur réversible, donc ça existe, hein, il y a des équipements qu'on appelle des pompes à chaleur réversibles. Donc autrement dit, ça fonctionne en pompe à chaleur, si vous voulez, pour chauffer l'intérieur de la maison l'hiver, et en climatiseur pour réfrigérer l'été. Eh bien, l'efficacité est toujours moins bonne en mode climatiseur, si vous voulez, que en mode pompe à chaleur. Ce qui veut dire que quand on veut climatiser une maison, à différentiel, je dirais, de température à peu près équivalent, eh bien, ça demande une consommation d'énergie plus importante, en fait,
que quand, donc c'est-à-dire une consommation d'énergie électrique, hein, de travail, plus importante que quand on veut l'utiliser en mode pompe à chaleur. Donc c'est pour ça aussi parfois que l'on dit qu'il faut vraiment limiter l'utilisation des climatiseurs l'été quand il fait très chaud, parce que c'est un surcoût, si vous voulez, d'énergie donc électrique consommée par rapport à un mode pompe à chaleur. J'ai envie de dire, les lois de la thermo sont vraiment implacables par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que parfois il y a beaucoup trop de gens qui pensent que finalement pompe à chaleur, climatiseur c'est totalement symétrique. En fait non, c'est pas totalement symétrique pour les raisons que l'on vient d'expliquer un petit peu ici. Voilà, donc l'efficacité maximale du récepteur, hein, je pense que tout le monde a bien compris, je ne reprends pas tout dans le détail, c'est quand bien évidemment, dans les deux cas, hein, efficacité maximale ici, c'est quand on envisage un cycle réversible, hein, vous voyez, c'est ce qui est dit là ici. Et à ce moment-là, c'est le cas de l'égalité. Donc Efrig maximal, c'est TF sur TC-TF, et EPAC maximum, ou maximal, c'est donc ici TC sur TC-TF. L'efficacité maximale est indépendante du cycle effectué par le système. Elle ne dépend que des températures, bien évidemment, des sources. On rappelle que l'efficacité est forcément supérieure à 1. Ça, c'est comment dirais-je, la différence par rapport donc, au rendement pour un moteur thermique. Certains la définissent parfois comme le rendement d'une machine réceptrice, mais c'est impropre. Alors, à ce moment-là, la notion de rendement pourrait aussi être définie, c'est ce qui est dit là ici, comme finalement le rapport de son efficacité sur l'efficacité qu'elle aurait si elle était réversible. Bon. C'est-à-dire que ce serait le EPAC, le EPAC réel sur le EPAC maximum. Et là, dans ces cas-là, si vous avez et idem là ici, hein. Donc effectivement, si vous avez le EFRIG sur le EFRIG maximum ou le EPAC réel, si vous voulez, sur le EPAC maximum, c'est forcément plus petit que 1. Pourquoi? Parce que le EFRIG ou le EPAC ne peuvent pas dépasser ces deux maximums. Donc forcément, si vous divisez une quantité par son maximum, vous avez forcément quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Quoi. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, l'efficacité du récepteur d'iterme est meilleure si l'écart entre les températures est faible. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, on le voit là ici. Si l'écart de température est faible, automatiquement, là ici, vous êtes d'accord que la différence ici est petite. Donc forcément, que ce soit en mode climatiseur comme en mode, si vous voulez, pompe à chaleur par exemple, eh bien, automatiquement, si l'écart de température est petit, on voit bien qu'on divise par un nombre plus petit, donc à ce moment-là, l'efficacité est plus grande que... Enfin, l'efficacité augmente, si vous voulez. Quoi. Voilà. Donc, ça semble en même temps évident, j'ai envie de dire, que plus le différentiel de température sera important, plus le système sera efficace, hein, ici. Alors c'est pour ça que parfois il y a des limitations d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, et que parfois certains modes ou certains types, si vous voulez, de pompe à chaleur en fait sont limités et par exemple ne peuvent pas pomper de la chaleur. Si vous voulez, au-delà, ou plutôt en dessous, ne peuvent plus, si vous voulez, une fois qu'on a dépassé une certaine... Enfin, quand la température, on va dire, de l'extérieur devient trop basse, par exemple, l'hiver. Donc, si vous voulez, si vous dépassez, bon, j'ai n'importe quoi... si vous dépassez, disons, si vous êtes en dessous de, par exemple, moins 10 degrés, bon, voilà. Bon, je sais pas, je dis moins 10, mais je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être moins 15, je sais pas, j'ai pas les données techniques, mais il y a une sorte de seuil comme ça, si vous voulez, quoi, en dessous de laquelle vous pourrez plus pomper, si vous voulez, quoi. Et c'est la réciproque est vraie, bien évidemment, aussi pour une température chaude trop importante, par exemple, pour les climatiseurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à un moment donné, on atteint une sorte de palier au-dessus duquel, à ce moment-là, si la température est trop importante, on n'arrivera pas donc ici à climatiser. D'où la nécessité, bien évidemment, quoi qu'il arrive, de bien isoler, je pense notamment aux habitations ici. Donc isoler contre le froid l'hiver, mais aussi isoler contre le chaud l'été. Voilà, le récepteur de Carnot. Alors le récepteur de Carnot, c'est le même que celui de son moteur, sauf qu'il est parcouru, bien évidemment, dans le sens trigonométrique ou dans le sens anti-horaire.
Donc ici, si je remontre ici ces deux schémas, ben, en fait ces deux schémas, j'ai repris exactement les mêmes, bien évidemment, que ceux qu'on avait vus pour le moteur, sauf que j'ai inversé les sens des flèches là ici, comme là ici. J'ai inversé aussi les sens de flèches là, puisque là, les flèches d'indication du transfert thermique là ici, elles vont donc du bas vers le haut, alors que dans le moteur c'était le contraire. Et puis surtout, l'air qui est ici à l'intérieur donc est positif pour le travail, et ici pour le transfert thermique global, donc il est négatif. Voilà, donc ici pour ça, alors les calculs des efficacités des récepteurs de Carnot se mènent comme ceux du rendement du moteur de Carnot, donc à l'aide des diagrammes TS ou donc diagramme anthropique ou du diagramme de Clapeyron PV. Donc ça pourrait être fait en exercice, donc je ne vais pas tout refaire comme ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. En exploitant ici, on peut retrouver, c'est-à-dire que concrètement, en exploitant ici les cycles, soit dans le diagramme de Clapeyron, soit dans le diagramme anthropique, ce qui est dit là ici, c'est qu'on peut retrouver, bien entendu, tous ces résultats-là ici sans la moindre difficulté. Voilà, donc ici, alors l'énoncé donc du théorème de Carnot, cette fois-ci pour les récepteurs ditermes, l'efficacité donc d'un récepteur thermique, ici cyclique réel à deux sources de température TC et TF est toujours inférieure à l'efficacité du récepteur de Carnot dans un modèle réversible, bien évidemment constitué de deux isothermes et de deux adiabatiques. Donc on retrouve bien ici le Eufrig réel, qui est toujours plus petit que le Eufrig de Carnot qu'on a calculé tout à l'heure ici, pour la machine frigorifique. Et pour la PAC, c'est la même chose. Et on voit que la seule différence, c'est qu'ici on a TF au numérateur pour le frig, alors que pour la PAC, c'est le TC qui est au numérateur. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qui sera dit ici sur les machines thermiques, donc ça va déboucher bien entendu après sur pas mal d'exercices, il y a une quantité assez importante d'exercices très intéressants qu'on va pouvoir faire à compter de maintenant. Et pour finir, donc notre chapitre, donc qui est un gros chapitre, celui-là, là c'est très conséquent parce que on réinjecte finalement à chaque fois dans notre étude l'utilisation des deux principes, maintenant qu'on a à la fois les grandeurs d'état, P, T, V, etc., qu'on avait surtout introduit à l'époque du chapitre sur le gaz parfait, puis après donc l'énergie interne, voire l'enthalpie, chapitre 17, et puis là l'entropie, donc du coup là maintenant on a de la matière. Alors on va finir donc ici par la partie grand 5, alors on ne va pas rester non plus un temps énorme là-dessus, pour essayer de comprendre ce que représente l'entropie, si vous voulez, en termes de physique statistique. Approche microscopique ici de l'entropie. Il est dit que l'entropie en fait c'est une grandeur, mais ça j'avais déjà spécifié, c'est une grandeur en fait qui est très abstraite. Bien décrite, bien sûr, d'un point de vue macroscopique, il n'y a pas de problème, mais ça reste une grandeur abstraite. Alors, pour une approche microscopique, la prise en compte de la physique statistique, donc ici, est incontournable. Alors, en 1877, le physicien autrichien donc Ludwig Boltzmann proposa une démonstration de l'évolution anthropique d'un système isolé à partir d'une description microscopique de la matière. Donc autrement dit, c'est le premier, Ludwig Boltzmann, à avoir envisagé la thermodynamique non pas d'un point de vue macroscopique, mais en étudiant les propriétés donc statistiques des comportements, si vous voulez, des particules de matière elles-mêmes. Ce qui supposait bien évidemment, implicitement quand on dit ça, de considérer la matière comme étant au niveau microscopique constituée de petits grains, ce qui veut dire donc implicitement des atomes. Mais je rappelle qu'à la période de Boltzmann, on doutait encore de l'existence de l'atome. Certains pensaient que certes c'était un artifice mathématique qu'on introduisait et qui permettait de bien rendre compte des phénomènes physiques, mais voilà, il y avait des gens qui pensaient que ça était juste qu'un artifice mathématique, mais que ça n'existait pas vraiment. Et en fait, il y avait ceux que l'on appelait les atomistes, et Boltzmann en était un,
qui eux, bien évidemment, défendaient l'existence réelle des atomes. Et celui qui, j'ai envie de dire, va trancher le débat une bonne fois pour toutes, je le rappelle, c'est Albert Einstein dans un de ses articles de 1905, donc c'est quasiment, vous voyez, un an avant la mort de Boltzmann, là ici, où effectivement, il va mettre tout le monde d'accord, et là, à partir de là, il démontre de manière absolument implacable que nécessairement, pour expliquer tel phénomène physique, il faut forcément qu'il y ait l'existence de particules bien plus petites au niveau de la matière. Donc c'est voilà, les particules de matière, donc les atomes, les molécules, etc. On n'avait pas encore bien fait la différence entre tout ça pour l'instant, mais là c'était vraiment le point de départ vraiment de l'affirmation de l'existence de l'atome. Donc finalement c'est quand même quelque chose qui est assez proche de nous, finalement. Ça n'est qu'au début du XXe siècle qu'il y a eu vraiment la confirmation définitive de l'existence de l'atome. Je referme la parenthèse ici d'histoire des sciences. Alors il est dit maintenant qu'en utilisant les probabilités et la notion de micro-état, on va voir en fait à quoi ça correspond après, eh bien il montre que l'entropie peut être considérée comme la mesure du degré de désordre dans un système. C'est-à-dire que plus un système est ordonné, plus son entropie est petite, plus un système est désordonné, plus son entropie augmente, si vous voulez, est grande. Et donc forcément, si on passe d'un état ordonné à un état désordonné, eh bien on augmente l'entropie. Alors, quelques petites définitions là ici. L'état macroscopique ou macro-état d'un système est un état global défini par un nombre déterminé de particules dans chaque zone accessible du système. L'état macroscopique correspond à un certain nombre d'états microscopiques. Les états microscopiques ou micro-états sont les différents états physiques réalisant l'état macroscopique étudié, et le nombre de micro-états noté oméga est égal au nombre de façons de regrouper ni particules parmi, donc ici, un nombre total donc, de particules. Alors, je ne reprends pas forcément oralement dans le détail ce que ça veut dire tout ça, en fait, on va le comprendre avec ce qui va venir donc ici après. Alors déjà, le dernier point, le nombre de micro-états, d'accord, nombre de micro-états, qui est noté ici, oméga, c'est égal au nombre de façons de regrouper ni particules parmi le nombre total de particules. Donc, à ce moment-là, cette quantité ici, donc, s'écrit comme ça, et ça se lit en fait ni parmi n. Voilà, c'est de bas en haut, hein, donc c'est ni parmi n, et c'est égal ici à la factorielle de n divisé par la factorielle de ni multiplié par la factorielle ici de n moins ni. Hein, c'est n moins ni factorielle là ici. Attention, c'est pas factorielle de n moins factorielle de ni, c'est la factorielle de n moins ni. Bon, alors, ça c'est quelque chose bien évidemment qui est très théorique, qui fait appel ici à des notions effectivement de probabilité quand même assez sophistiquées. Alors on ne va pas bien sûr partir dans une grande théorie de physique statistique ici, c'est pas du tout l'objectif, mais on va voir bien évidemment sur quelques exemples, c'est ce qui est présenté après, que finalement ça marche, hein, notamment quand on utilise cette relation-là pour des situations assez simples où on a quelques particules, si vous voulez, hein, on n'a pas non plus un nombre énorme hein, ici. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on peut illustrer, si vous voulez, cela avec un petit nombre de particules en prenant par exemple la détente de Joule-Gay-Lussac et en imaginant donc 4 particules donc, qui seront notées 1, 2, 3 et 4. Alors rappelez-vous, la détente de Joule-Gay-Lussac, j'en avais parlé en fait dans la première vidéo donc sur le premier principe. Donc la détente, si vous voulez ici, de Joule-Gay-Lussac, ça consiste à dire, bon ben voilà, j'ai une grande enceinte, là ici, dans lequel il y a 2 compartiments. Un premier compartiment dans lequel il y a le gaz. Un deuxième compartiment où je suppose que c'est vide avec un robinet. Donc j'ai tout le gaz d'un côté ici
et j'ai le vide de l'autre. Puis à ce moment-là, donc ici, à un moment donné, j'ouvre le robinet et je regarde ce qui se passe. Donc tout le monde comprend bien qu'à ce moment-là, le gaz va se répartir partout, jusqu'à un nouvel état d'équilibre, bien évidemment. Voilà, donc c'est ça la détente ici de Joule-Gay-Lussac. Donc, le cas échéant, vous irez reprendre cette vidéo ici. C'est la dernière vidéo correspondant au chapitre 17. Alors, supposons là ici que je prenne, donc, pour modéliser cette situation, un gaz pour lequel il y aurait 4 particules là ici. Alors, bien évidemment, c'est un peu théorique, hein, mon truc. Là ici, c'est une vue de l'esprit, mais c'est simplement pour comprendre. Voilà. Donc là ici, j'ai 0 particules, et là, j'imagine que là, j'ai 4 particules. Hein. Imaginons que j'ai 4 atomes. Dans le cas, bien évidemment, où les 4 particules sont dans l'enceinte A et pas dans l'enceinte B, hein, c'est-à-dire que je suis là, il n'y a donc qu'un seul microétat possible, bien évidemment. Bah oui, ce microétat possible, bah voilà, vous n'avez qu'une seule possibilité, bah c'est les 4 sont en A et il y a 0 donc dans B. Donc ici, comment je vais dire NI, vous êtes d'accord ici, c'est 4 et N c'est 4. Pourquoi? Ben, rappelez-vous, ici, on dit N, donc on compte le nombre de façons de regrouper NI particules dans un nombre total de N particules. Bon, donc NI représente, si vous voulez ici, le nombre de particules qui se trouvent dans l'état qui m'intéresse. L'état ici, l'état macroscopique, le macro-état qui m'intéresse. Et donc, macroscopiquement, le macro-état qui m'intéresse, ben, c'est celui qui est là. C'est-à-dire toutes les particules sont en A et il n'y a rien dans B. Donc, forcément, ici, il y a 4 particules dans l'état qu'on vient de décrire là, ici. 4 particules du côté de A, donc NI égale A. Oui, mais ces 4 particules, c'est parmi également le même nombre de particules. Donc NI égale 4 et N égale 4. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, j'applique la formule qui est là. On me dit factoriel de N divisé par factoriel de NI multiplié par factoriel de N moins NI. Donc c'est ce que je fais là ici. Donc je fais factoriel 4 divisé par factoriel 4 multiplié par factoriel de 4 moins 4. Bon, 4 moins 4, ça fait 0. Alors là, je rappelle ce qu'est une factorielle. Par exemple, factoriel 4 ici, eh bien, ça veut dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Puis on s'arrête, mais évidemment, on ne dit pas fois 0, parce que bien sûr, si on dit fois 0, hop, tout fait 0. Donc si je dis factoriel n, c'est n fois n-1, fois n-2, fois n-3, etc., fois tous les autres jusqu'à moins 3, fois 3, fois 2, fois 1. Voilà. Donc ici, factoriel 4, c'est tout ceci. Donc je divise par factoriel 4, donc vous voyez que je retrouve encore ici factoriel 4, et puis factoriel de 0. Alors factoriel de 0 ici, par convention, ici, on dit que c'est 1, parce que si je pose factoriel de 0 égale 0, là aussi, non seulement tout sera nul, mais en plus je vais diviser par 0, donc ça va poser des problèmes. Donc si j'oublie le 1 qui est là, vous êtes d'accord que là j'ai factoriel 4 et là ici j'ai factoriel 4, bien évidemment ici je vois que tout se simplifie, et donc le nombre de micro-états, ici, c'est 1. Ah oui, vous avez en gros qu'une seule possibilité microscopiquement d'avoir tous les 4 ici, parmi les 4, du même côté. Bon, voilà. Très bien. Si maintenant, mon macro-état, si vous voulez, c'est d'avoir 3 particules qui sont dans A et seulement une dans B. D'accord? Donc là, je me dis, j'imagine maintenant que au lieu d'avoir les 4 du même côté, je regarde le nombre de possibilités que j'ai pour en avoir 3 d'un côté et une de l'autre. Et bien là, on va s'apercevoir qu'il y a 4 micro-états possibles. Alors pourquoi 4 micro-états donc possibles là ici? Eh bien, je les ai représentés là. Soit vous avez les particules 1, 2, 3 ici et la quatrième là. Soit vous avez 1, 3, 4 ici et la deuxième là. Soit vous avez 1, 2, 4 et la troisième là ici. Soit vous avez 2, 3, 4 et 1 ici.
Donc ça veut dire que l'attribution des numéros compte. Là, ici, hein, on est bien d'accord. Je fais une distinction. Chaque particule est singulière, si vous voulez. Hein. D'accord ? Chaque particule est singulière, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si je leur mettais voilà, un numéro, un nom, si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Si j'ai 4 élèves, par exemple, que j'en mette 3 dans la pièce et 1 dehors, eh bien, les combinaisons vont dépendre, bien évidemment, de la nature des personnes que j'ai, hein, avec voilà, leur nom, leur prénom, etc. On est bien d'accord, c'est pas juste le fait d'en avoir 3 et 1 comme ça, quoi. Hein, parmi les 3, ça peut être André, Bernard et Ursule, par exemple, ou alors ça peut être Ursule et puis Théodore dehors, ou alors ça peut être Ursule, Bernard et Théodore, et puis le dernier dehors. Bon, bah, on voit bien évidemment que dans tous les cas de figure, ça en fait 3 d'un côté et 1 de l'autre, mais c'est pas les mêmes, quoi. Donc on considère que ici, ce sont des états différents. Donc là, c'est pareil, pour ces particules, on dira que ce sont des micro-états différents. Et donc je vois ici que j'ai bien 4 possibilités. Alors effectivement, ça se vérifie par le calcul. Donc le NI, dans ces cas-là, c'est 3, c'est-à-dire que, on est bien d'accord, le NI, ça représente comment dirais-je, le fait d'avoir 3 particules dans l'état A, si vous voulez. Hein, donc c'est le nombre, si vous voulez, de particules dans l'état A. Et donc sous-entendu l'autre qui est égal à 1, enfin l'autre qui, comment dirais-je, qui est de 1, parmi toujours 4 particules. Donc là, voilà le calcul que je vais faire. Je vais donc dire ni égale 3, n égale 4. Je vais donc faire factoriel 4 sur factoriel 3 multiplié par factoriel de 4 moins 3. Donc à ce moment-là, ici, j'ai factoriel de 4 sur factoriel, donc là j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave, je vais corriger ici, sur factoriel 3, et ici bien sûr c'est pas factoriel 0, c'est factoriel 1. Donc factoriel de 4, bien sûr, sur factoriel 3, et 4 moins 3, bien sûr, ça fait 1, donc multiplié par factoriel 1. Donc là ici, bien sûr, je n'avais pas fait d'erreur, factoriel 4, c'est toujours 4 fois 3 fois 2 fois 1, et factoriel 3, bien évidemment, là, ça démarre à 3, donc c'est simplement 3 fois 2 fois 1. Et factoriel 1, bah, c'est 1. Voilà, tout simplement. Factoriel 1, c'est 1. Donc à ce moment-là, je vois ici que je ne peux simplifier que par 3 fois 2 fois 1, et idem, vous voyez, au numérateur, au dénominateur. Il me reste donc ici 4. 4 sur 1, c'est-à-dire 4. C'est-à-dire qu'ici, le nombre de micro-états possibles correspondant à cette situation, il a bien augmenté par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, il était de 1. Maintenant, il est de 4. Alors maintenant, pour finir, je vais donc m'intéresser ici donc à la situation où j'ai 2 particules dans A et 2 particules dans B. Donc à ce moment-là, ça veut dire que j'aurai une équirépartition, une sorte d'équilibre là ici. Eh bien, il y a maintenant 6 micro-états possibles. Pourquoi ? Donc je les ai tous représentés ici. Soit vous avez 1, 2, 3, 4, soit vous avez 1, 3, d'accord, 2, 4, soit vous avez 1, 4, 2, 3, d'accord. Mais aussi 3, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 3, 2, 3 et 1, 4. Alors il y a des gens qui peuvent se dire, oui mais attendez, c'est bizarre parce que, par exemple, ici, là j'ai 3, 4, 1, 2, mais finalement là ici, j'avais aussi 3, 4, 1, 2. Oui d'accord, mais 3, 4 ici sont dans B, d'accord, alors que là 3, 4 sont dans A. Donc bien évidemment, si je reprends mes élèves tout à l'heure, j'ai 4 élèves, j'en mets 2 à la porte et 2 qui restent dans la classe. Bien évidemment, si j'ai André et Bernard d'un côté et puis Théodore et Théodule de l'autre, c'est pas la même chose. Si ça pourrait être, si vous voulez, André et Bernard d'un côté ou Théodore Théodule de l'autre, seulement si chacun des couples de deux là sont dehors ou dans la classe, c'est pas la même situation. Donc c'est bien des états qui sont différents hein, ici. On est bien d'accord, j'attribue des numéros ici aux particules. Donc il y a bien 6 possibilités ici. Le fait, hein, il ne faut pas simplement se dire bah, j'ai 1, 2 d'un côté, 3, 4 de l'autre. Non, d'un côté de l'autre, bah, ça peut être soit A, soit B. Donc c'est bien ici des états différents. D'accord ? Donc il y en a bien 6 au total. Alors je refais à nouveau donc, mon nombre de micro-états en envisageant simplement que 2 particules ici toujours dans A, si vous voulez, hein, dans le compartiment A. Donc Ni est égal à 2 maintenant, et grand N est égal à 4. Donc,
je fais ici donc mon calcul, je vais donc avoir factoriel 4 sur factoriel 2, factoriel 2, 4 moins 2. Alors bien sûr, 4 moins 2, là ici, ça fait 2, je me retrouve donc avec factoriel 4 sur factoriel 2 multiplié par factoriel 2. Alors si je fais ici mon calcul, factoriel 4, j'ai donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, d'accord, divisé par ici, factoriel 2 c'est 2 fois 1, et l'autre factoriel 2 c'est 2 fois 1. Je vois donc là ici que je vais obtenir ici donc 2 fois 2, 4, et 4 en haut. Je peux donc simplifier ici, mais bon, à la limite je peux simplifier aussi le 1 qui est là, voilà, je peux simplifier tout ça. Et il va me rester donc là ici. Alors là d'ailleurs c'est pas tellement rigoureux parce qu'en fait il n'y a qu'un seul 1 si vous voulez sur les deux là ici qui est voilà donc qui est intéressant là ici. Donc ça hop je vais l'enlever et le mettre donc voilà comme ça. Oui, parce que là, je simplifie que par un seul 1, bien évidemment. Je ne simplifie pas par 2, 1, là, ici. Bon, voilà. Donc, bref, j'ai le 4 qui se simplifie, et quoi qu'il arrive, il me reste, bien évidemment, comme vous le voyez, 3 fois 2. Et 3 fois 2, ça fait 6. Alors, on ne va pas multiplier les exemples, là, ici. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, c'est que on voit que en répartissant comme ça, toujours les particules jusqu'à leur état d'équilibre, d'accord? Puisque, bien évidemment, alors, je désamorce tout de suite le raisonnement, il y en a certains qui pourraient se dire, oui, mais alors dans ces cas-là, on va envisager une seule particule ici et 3 là, voire pour ne pas dire les 4 de l'autre côté ici. Oui, mais attention, attention, ça, le second principe de la thermo me l'interdit. C'est-à-dire que une fois que j'ai atteint cet état d'équilibre là ici, c'est plus possible. C'est exactement comme mon verre de sirop de menthe avec la concentration dont j'avais déjà parlé ici. Une fois que vous avez l'équirépartition des molécules du sirop dans l'eau, eh bien vous avez atteint un état d'équilibre et ça s'arrête. Vous ne pouvez plus revenir spontanément en arrière, bien évidemment. Donc une fois que j'ai atteint là ici l'équirépartition avec 2 particules de chaque côté, eh bien j'ai atteint le nouvel état d'équilibre. J'avais un premier état d'équilibre, mon état initial qui était là, j'ouvre le robinet, hop, il apparaît ces choses-là, et puis à la fin, hop, j'ai l'état d'équilibre avec, bien évidemment, les 2 particules de chaque côté, ce qu'on appelle l'équirépartition. Mais on voit qu'au cours de cette transformation, où j'en avais 4 dans A, si vous voulez, et 0 dans B, et maintenant l'équirépartition, et bien en fait, ce qui s'est passé là ici, c'est que le nombre de micro-états là ici, c'est-à-dire oméga, eh bien il a augmenté. Il traduit donc bien ici une augmentation du désordre. D'accord ? Voilà, parce qu'on considère bien sûr que cet état-là, ici d'équirépartition, est plus désordonné en fait que l'état de départ. Alors, entropie et désordre, eh bien, c'est précisément donc ce que Maxwell-Boltzmann a introduit, Ludwig Boltzmann, donc ici a introduit. Donc, Boltzmann introduit une définition de l'entropie à partir donc du nombre de micro-états, et en fait, donc, il définit l'entropie statistique d'un système qui est lui dans un état macroscopique comme étant donc cette relation là ici, c'est-à-dire que S, eh bien, c'est tout simplement la constante dite de Boltzmann multipliée par le logarithme népérien de oméga. Oméga étant calculé à partir de la relation qu'on a introduite précédemment. Donc KB, c'est la fameuse constante de Boltzmann, hein, je rappelle, ici c'est donc le rapport en fait de la constante des gaz parfaits R sur le nombre d'Avogadro, et qui vaut donc dans le système international 1,38 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Bien sûr, ln de oméga, oméga c'est un nombre sans dimension, puisque c'est juste un nombre de possibilités de micro-états là ici. Alors, cette définition traduit l'idée, si vous voulez, que l'entropie ici est d'autant plus grande que ce nombre de micro-états est grand. C'est-à-dire que l'état de désordre du système étudié sera important. Alors, on comprend également que le second principe avec ça traduit une évolution naturelle vers
un état le plus désordonné possible. Le second principe comprend donc bien l'évolution ici, hein, rend bien compte de l'évolution donc spontanée d'un système. Voilà, et donc on s'arrêtera là ici. Bon, j'ai quand même parlé de cette dernière partie là ici parce que officiellement ça fait quand même partie du programme de prépa. Bon, maintenant ça reste quand même une approche qui est très peu utilisée et je vais même vous avouer, j'ai pas particulièrement prévu d'exercice utilisant donc cette relation là ici. Bref, vous avez peu de chances d'être interrogé là-dessus, ou alors de toute façon cette formule elle serait redonnée donc là ici. Voilà donc ce qui clôture cette quatrième vidéo et du coup cette série de vidéos sur le chapitre 18.